Je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yannick Kirchhofer, je suis manager technique chez CGI et ici à Luxembourg. Donc je connais beaucoup d'entre vous déjà ce soir. Nous allons aborder ce soir un nouveau venu dans le microcosme Java qui s'appelle Spring Boot. Spring Boot, c'est le dernier élément de l'écosystème Spring qui est arrivé récemment et qui a mis un peu un terme à une démarche de 15 ans presque chez cette société pour monter un environnement complet d'exécution pour les applications. Et Spring Boot va fournir une solution d'exécution pour les applications qui est qualifiée chez Spring de ce qu'ils appellent Just Run, entre guillemets, pour simplifier, pour dire c'est un environnement d'exécution très léger. Just Run, j'aurais pu faire une illustration sur Nike plutôt du coup que Coca Zero, mais pourquoi Coca Zero? Parce que le Coca Zero et Spring Boot, ils ont un point commun, c'est que dans les deux cas, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a que l'essentiel. Bon, par contre, dans certains cas, il ne faut pas se poser trop de questions sur ce qui vient remplacer le sucre. Mais dans le cas Spring Boot, ça n'existe pas, tout est beau même s'il ne se voit pas. Pour mettre un peu de contexte, je vais revenir un peu en arrière sur une époque que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connue. Ceux qui ne sont pas nés dans les années 70 n'ont peut-être pas connu le début des années 2000 et l'apparition de Spring à l'époque où ce qui faisait standard dans le monde Java, c'était les EJB puis EJB2. Le JB2, c'est la JSR 19. En préparant la présentation, j'ai un message 19. Aujourd'hui, on est presque 400 spécifications. Le JB, c'était quand même pas terrible, et aujourd'hui, c'est encore une grosse cause de dépression nerveuse chez les développeurs qui font de la maintenance sur des applications legacy qui utilisent des EJB2. À l'époque, Spring avait été arrivé avec une idée assez porteuse, qui était de remplacer ces EJB par des composants allégés avec des fonctionnalités activées à la demande sur les composants. Donc tout ça, ça se pilotait par XML dans un premier temps, ça existe toujours. C'était quand même assez compliqué à maintenir dans le temps quand l'application grossissait, la maintenance de la configuration devenait assez pénible. Les annotations sont arrivées ensuite pour permettre d'alléger la partie configuration, mais on continue à devoir quand même instancier certains composants techniques à faible valeur ajoutée. On se demande effectivement quel est le bien fondé de faire ça. C'est là qu'intervient Spring Boot, qui est une solution transverse qui va aller plus loin encore dans l'allègement de la configuration en offrant une nouvelle solution qui est de faire de la configuration implicite. Pour ceux qui ont peut-être utilisé Grails, vous avez déjà vu des choses similaires parce que l'idée de Spring Boot, c'est de ramener le côté Java, ce qui avait été fait côté Grails, de dire certaines configurations n'ont pas besoin d'être faites explicitement. On va utiliser un peu comme les idées qui sont développées chez Maven, de dire on va faire la convention au-dessus de la déclaration. Dans Spring Boot, on a quoi? On va avoir une série de features qui sont définies là, ça c'est le site officiel de Spring Boot. On a une solution pour créer des applications standalone. Quand je parlais de simplification de configuration, la première configuration qui va être grandement simplifiée, c'est la configuration du serveur web, puisqu'il n'y en a plus. Dans Spring Boot, on livre des Java auto-exécutables et le connecteur HTTP devient un composant comme un autre de notre application. On n'est plus dans un serveur d'application Java web, on est une application Java qui a un connecteur web. Donc il y a un plugin Maven ou Groovy qui permet de compiler les applications et de produire ces jars. On va avoir également la possibilité d'embarquer du Tomcat Jetty, d'avoir des configurations Maven simplifiées également au niveau de la gestion des dépendances Spring. Plutôt que de faire un très long discours, je vais vraiment passer tout de suite sur la pratique et on va dérouler un cas d'usage ensemble pour voir à partir de la base de données qu'on a vue tout à l'heure sur les logs Apache, comment construire une couche de service par-dessus une base de données de façon la plus concise possible en mettant en évidence les fonctions avancées de Spring Boot. Je pense que c'est ce qui nous intéresse ici, franchement, c'est de voir ça. On a tous une base de données sur une application chez nous. On va voir comment faire ça. Une application Java minimale pour commencer notre exemple. C'est quoi une application Java minimale? Pardon? Un main. Alors moi je vais aller au-delà, je suis un peu fou, je vais ajouter aussi la notion de configuration, donc de rajouter, on va dire, un script de compilation ou un descripteur Maven ou Gradle et une classe exécutable avec un main. Alors dans le slide juste d'avant, un des prédicats Spring Boot, c'est-à-dire plus de XML, et quand on commence la démo avec un fichier XML, c'est peut-être pas très glorieux. Bon, en l'occurrence, effectivement, c'est parce qu'on utilise Maven ici. Chez Spring, ils ont tendance à préférer Gradle et ils respectent ce contrat de ne plus avoir de XML du tout tout en haut. Donc un descripteur POM autogénéré, très simple, une classe exécutable avec une méthode main. Jusque-là, ça ne va pas être très spectaculaire, je ne vous le cache pas. On démarre, on sélectionne la classe main qui se démarre et qui s'arrête aussitôt. On va appeler ça l'application Java minimale. En dessous de ça, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. À partir de là, on va intégrer Spring Boot à cette application qui ne contient toujours pas de business. L'idée derrière, c'est toujours de montrer quelle est
la couche minimale d'enrobage qu'il faut fournir à notre application pour intégrer Spring Boot. Donc ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la gestion de la configuration du projet. Vous voyez ce qu'il disait quand il disait lui il fait sa démonstration en live, moi je suis un frimard, j'ai précalculé toute ma démo et tout va bien se passer, je vous rassure. Il y a quelques erreurs de compilation, mais elles seront intentionnelles. Donc on commence par définir un parent. Ça c'est le truc qui parfois embête un peu. C'est de devoir dépendre d'un parent qui est fourni par Spring Boot. Je peux comprendre. En même temps, c'est la seule solution pour pouvoir bénéficier directement, implicitement, de tous les plugins et de toutes les configurations de versions des dépendances Spring. La version du parent définit la version de Spring Boot qu'on utilise. Et à partir de là, toutes les dépendances d'autres packages Artefact Maven qu'on va faire, on n'inclura plus la version. C'est du dependency management qui est fait au niveau du parent, qui nous permet de dire on a une version qui est la version Spring Boot et tout le reste de l'écosystème Spring est cohérent. Vous voyez ici la liste de tous les packages Spring Boot, c'est-à-dire que les packages Spring sont réencapsulés dans des artefacts Maven de granularité plus macroscopique qui permet aux développeurs de se concentrer sur quelques packages en dépendance directe et d'ignorer le reste. Là, pour mon application, je vais rajouter la partie web de Spring Boot et la partie Actuator. La partie web, ça correspond plus ou moins à Spring MVC et toutes ses dépendances. La partie Actuator rajoute des outils pour la gestion reste des services en ajoutant des endpoints par défaut et de la sérialisation. Donc le main, on va le modifier légèrement pour démarrer notre contexte Spring quand même au démarrage. Ça, malheureusement, on sera obligé de l'appeler. Java ne pourra pas le deviner pour nous. C'est un peu différent que si vous avez déjà fait des méthodes auto-exécutables, des applications auto-exécutables avec Spring avant, où vous deviez instancier votre contexte, le faire identifier, le trouver. Là, c'est vraiment tout simplement Spring Application.run à lancer. On rajoute les annotations classiques d'application Spring. Il y en a une nouvelle qui apparaît ici, Enable Auto Configuration. C'est celle qui est magique par rapport aux deux autres qui existent déjà dans Spring 4. Ça va activer toute la partie implicite dont je parlais tout à l'heure. Waouh, il est super ASCII art. Déjà, c'est rien que ça, franchement, il faut adopter Spring Boot. On va sur le site, il y a une page d'erreur. Je disais, je parlais, toutes les erreurs ici sont intentionnelles. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas défini de contrôleur sur la racine, donc il y a une erreur 404, c'est normal. Par contre, Spring Boot nous fournit, out of the box, des outils comme l'URL de check de la santé de notre application et une URL de check des métriques de performance de notre JVM. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable d'aller coller ça sur du monitoring que du JMX. Donc, l'intérêt de bâtir sur du JSON, aussi pour la partie monitoring, de façon un peu transverse, sans avoir à écrire du code exprès pour ça, c'est vraiment un confort aussi qui arrive. Pour vous montrer les dépendances d'artefacts Maven du projet, je vous fais un focus là-dessus pour vous montrer exactement ce qu'on a. Les deux dépendances directes de notre projet sont là, et tout ce qui a été ramené par ces dépendances de façon transitive. Là, on va retrouver tous les composants Spring, Artefact, Maven qu'on a l'habitude d'utiliser. On n'a pas une deuxième version de Spring, on n'a pas un Spring bis simplifié, non. On a juste un outillage simplifié de configuration. Mais derrière, c'est le vrai Spring, c'est compatible ascendant, et tout ce que vous savez aujourd'hui sur Spring, vous continuez à l'utiliser. Il n'y a aucune régression, rien n'est plus supporté. Là, maintenant, on va rajouter un peu de business. On a vu la couche minimale pour intégrer la technologie. Maintenant, on va vraiment commencer à écrire du business. Tout le monde connaît Spring MVC ici? Plus ou moins familier, au moins de loin. La déclaration de contrôleur pour faire des services REST, ça se fait via une classe contrôleur qui va avoir une annotation REST contrôleur qui va permettre d'identifier à Spring que cette classe représente un composant, que ce composant est exposé en HTTP. On crée une méthode qui implémente notre service. Pour l'instant, on va faire un service de recherche. Dans une toute première implémentation, on va juste simplement faire un mock-up qui retourne le critère de recherche dans la réponse. Donc on indique le mapping de la requête par rapport aux URL HTTP et on indique également que le paramètre attendu de la méthode sera dans les paramètres HTTP. On redémarre, on va dans le navigateur et on va utiliser notre URL/search. On vérifie que le statut est toujours up. Voilà. Et là, on a passé, j'ai utilisé des bookmarks pour aller plus vite, mais l'idée c'est bien de reprendre le paramètre Q qui a été passé là. Si le paramètre Q est absent, bien entendu la validation va générer une erreur intelligente qui va indiquer que le string paramètre Q n'est pas présent dans la requête, puisque Spring va valider tout ça pour nous à partir de l'introspection sur les classes et sur les méthodes des contrôleurs.
Là, c'est pas mal, mais on n'a pas encore réellement connecté la base de données. Le gros du boulot reste à faire. Donc pour ça, on va travailler sur la base de données qu'on a vu tout à l'heure dans SQL Fire. Pour amener la base de données SQL Fire dans mon application Spring Boot, et ce que je dis là, c'est vrai pour tout type d'application, on va rajouter le module, le composant boot JDBC, qui va dire mon application, je lui rajoute un aspect database. Voilà, c'est un simple copier-coller, et cette fois-ci j'en marque le module JDBC. Et ce qu'on va faire en général, c'est aussi rajouter le driver JDBC dans les dépendances directement de l'application pour que quand je livre mon jar auto-exécutable, à la fin, j'ai directement les drivers dedans. Que je n'ai plus qu'à faire de la configuration pour dire où se trouve la base, où sont les différents, quels sont les paramètres à utiliser, mais le driver, on n'a aucune valeur ajoutée à le garder dans un jar externe. Sachant qu'on peut mettre tous les drivers de la planète. C'est pas dangereux comme ça si on veut utiliser en local template et sur un serveur une autre base de données. À ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est plutôt d'utiliser des profils malware différents pour utiliser, donc, inclure la dépendance uniquement locale et si après on le déploie. Là, dans l'approche, pour l'instant, que je la présente, on est dans une optique de déployer du jar exécutable. Donc là, on va tout mettre dedans. Il y a une erreur, pourquoi? C'est, comme je disais, c'était intentionnel, parce qu'on a rajouté une dépendance JDBC, un driver, automatiquement Spring Boot va instancier une data source et essayer de connecter à la base. Et va dire, non, je n'ai pas les paramètres de connexion à la base de données définis dans les paramètres de l'application. Donc, erreur, pas d'URL. On va utiliser un fichier qui s'appelle Application Properties. Par défaut, une application Spring Boot, quand elle est démarrée, elle regarde si un fichier Application Properties se situe dans le répertoire courant. Si elle existe, elle est chargée. Ça permet déjà d'éviter d'avoir à soi-même explicitement à aller charger un fichier. Ça permet de passer des paramètres qu'on ne veut pas justement recoder dans l'application et de les laisser éditables à l'utilisateur final de l'application. Donc on crée un fichier Application Properties qui est à la racine du projet, là où le projet sera exécuté, et on va passer une propriété pour l'URL, une propriété pour la classe du driver JDBC. Ces noms de propriétés-là ne sont pas libres. C'est dans la documentation du module JDBC Spring Boot qu'on vous dira les clés pour enseigner les paramètres de la DB sont les clés qu'on vient de voir à l'écran. Vous les mettez dans votre Application Properties. Si vous ne voulez pas de fichier Application Properties, vous les passez avec des -d au démarrage de votre jar auto-exécutable. Mais à un moment, vous les créez directement. Là, à la base, c'est connecté. Il a bien été pris en compte. On va utiliser la base de données. On va créer un JDBC template. Encore une fois, c'est du script tout à fait classique. Et là, on fait un autowire. Entre mes propriétés et mon autowire de JDBC template, j'ai rien d'autre à déclarer. La data source, le transaction context, tout ce qui va autour, tout ce gras qui était encore un peu dans Spring, qu'il fallait instancier soi-même les pensées à faire, il est fait implicitement. On peut directement l'utiliser, et là, on va modifier la recherche pour faire quelque chose que vous ne devrez jamais faire chez vous. C'est de construire une requête SQL par concaténation de chaîne. Ouais, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ça m'a fait mal de le faire. En même temps que je t'appuie là, je me flagellais avec des orties, en me disant, faire un ancrage négatif pour bien ne jamais le reproduire. Voilà. On relance l'accès à la page, et là, il y a du résultat qui est chargé directement depuis la fameuse table de log Apache qu'on a vu tout à l'heure dans la base SQL Fire que j'avais démarré chez moi sur mon laptop au moment du screencap. Je fais une dose pour recherche. Voilà. Alors, la mise en forme JSON, c'est parce que j'ai activé un plugin dans Chromium qui me fait la mise en forme. Sinon, le JSON, il est optimisé pour la taille et donc il est complètement plat. C'est pas mal. Non ? Franchement, en termes de volume, j'ai créé 3 fichiers, en comptant toujours le POM, je ne triche pas. J'ai 2 lignes de code métier et j'ai fait un service JSON qui expose les données qui viennent de ma base. Je vais vous montrer maintenant comment on va étendre un petit peu ça pour utiliser la fonction l'URL de santé de l'application pour fournir un feedback de monitoring sur le statut de ce composant. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est donner des statuts à mes composants pour pouvoir monitorer, parce que c'est quelque chose dans la vraie vie, on a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans la JVM. On va utiliser l'interface Health Indicator, qui est une interface fournie donc, par Spring, et qui va permettre à un composant quelconque de remonter son état de santé via un objet Health qui est construit via, on va voir tout à l'heure, un builder.
Dans else, je vais remonter un statut qui va dire que le contrôleur est up, ça je vais le recoder, donc il sera toujours up pour l'instant, et je voudrais lui adjoindre une métadonnée qui serait de dire combien de records couvre mon composant dans la base sous-jacente. Pour me dire, voilà, mon composant, potentiellement combien de données en dessous sont accédées. Donc je fais un count étoile sur la table log Apache, et je retourne un nouvel objet else. Le else est construit à partir d'un pattern builder dans lequel on va enchaîner des appels de méthode. Donc je donne un statut up et je rajoute un détail custom qui va s'appeler entries et qui va contenir le nombre d'entrées dans la table sous-jacente que je couvre par ce service. On redémarre. On voit ici l'ensemble également des endpoints qui sont configurés par défaut. Il y en a d'autres que je ne vais pas présenter ce soir, mais il y a pas mal de choses qui permettent de faire de la configuration externe, d'accéder à la liste des lignes. Voilà, là on voit bien qu'on a deux choses qui se sont passées. Je vais juste me permettre de faire pause, ce qui va légèrement allonger ma présentation. Pour indiquer que ici on voit deux choses. On voit notre search controller avec son statut up et le nombre d'entrées qui est un peu plus petit parce que il m'avait transmis un fichier un peu plus petit que le million 3. Et également la data source elle-même se déclare au container Spring comme ayant un statut de santé qui s'affiche ici. Vous voyez par contre, database, Apache Derby, c'est bizarre, moi je vais appuyer SQL Fire en dessous. C'est ce qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, c'est que quand Pivotal a construit le driver JDBC pour SQL Fire, ils ont réutilisé Apache Derby en faisant un storage in memory dans Gemfire, mais au départ, le composant d'un point de vue JDBC, c'est 100% compatible Derby et c'est vu comme un composant Derby. Pour tout ce qui est découverte automatique dans les bases. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui va apporter pas mal de flexibilité, qui va plaire à vos équipes infrastructures sous-jacentes en général, parce que ça permettra d'avoir un peu de visibilité. Jusque-là, c'est bien, on aurait pu s'arrêter là, j'avais rempli mon contrat, on avait fait une couche de service par-dessus une base de données. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu ledge quand même, on voudrait voir un peu plus et faire des choses un peu plus challengeantes. Donc, pour montrer qu'on peut aller encore un peu plus loin, j'ai pris un use case un petit peu moins classique, qui sera d'aller intégrer le composant Spring Social dans son implémentation Twitter pour aller faire des recherches dans des flux Twitter en temps réel à partir de mon contrôleur. Donc, Spring Boot fournit un composant starter social Twitter qui me ramène une implémentation Twitter, un client de l'API complète, dans notre container Spring. De la même façon que j'ai dû configurer la DB, pour ceux qui ont déjà utilisé les API Twitter, vous devez être signé chez Twitter, votre application doit être déclarée et obtenir un certificat, enfin une clé, un ID et une clé secrète pour pouvoir vous connecter depuis une API applicative. Donc pour ça, il faut aller sur apps.twitter.com, créer une appli, je l'avais déjà créée. Je vais juste récupérer l'ID, voilà, la clé API et la clé secrète API. Exactement de la même façon qu'on a mis en place la connexion JDBC, quand vous allez voir la documentation du module Spring Boot Twitter, il vous dira les clés pour configurer le module Spring Boot Twitter, c'est ça, et pas autre chose. En même temps, il faut forcément se définir une convention si on veut que l'implicite fonctionne. C'est logique. Rien ne vous empêche sinon de toujours dire je n'utilise pas les fonctionnalités Spring Boot, j'instancie mes composants Spring Social manuellement et j'injecte avec les noms que je veux les propriétés dans ce cas. Donc la dépendance est posée, les propriétés d'API sont mises dans l'application properties pour le prochain démarrage. On va créer le contrôleur. Le contrôleur, là on va retrouver exactement la même chose que ce qu'on a fait avant, donc ça va être un petit creux dans la tension de la présentation, puisque ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Quelqu'un a des questions en attendant? En même temps, il y a 4 lignes de code, vous poser des questions sur 4 lignes. Il a duré longtemps, creux dans la tension. Ah ouais. On récupère, là ça commence à devenir intéressant. On récupère donc un objet Twitter. Ça peut-être que vous l'avez moins manipulé que l'objet JDBC template. L'objet Twitter, c'est exactement comme le JDBC template, c'est un point d'entrée sur l'API Twitter qui vous permettra de lancer des appels qui seront répercutés en ligne directement via des connexions HTTP sous-jacentes.
On reprend la même logique de search avec un critère. L'URL est juste modifié pour mapper sur /t/search pour éviter la confusion avec le contrôleur voisin. Donc on va utiliser twitter.searchOperation parce que les opérations des API Twitter sont regroupées en groupes d'opérations. On récupère l'objet qui implémente l'interface searchOperation, on fait la méthode search et on repasse le critère qui était passé en paramètre. On démarre le navigateur. Ah oui, alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de redémarrer deux fois. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai enregistré la démo, pareil. J'ai déjà redémarré. À un moment de faiblesse, je ne sais pas, j'étais là. Ça m'a pris, j'étais là, et j'ai stoppé et je l'ai redémarré. Là, on va rechercher caméra. La caméra sur Twitter, forcément, ce sera un petit peu verbeux avec pas mal de choses. Donc là, on retrouve la sérialisation JSON de l'objet queryResult de Spring Social. Donc je vais retrouver tous les membres de l'objet aplati par la sérialisation faite par Jackson qui prend mon objet que je retourne à mon contrôleur et le sérialise en JSON. On retrouve, en cherchant sur Yahoo, des messages qui nous parleront peut-être un peu plus. C'est là où j'étais tombé, je crois, sur un message qui m'avait un peu interpellé. Oui, le Pass for Life, le concept de Pass for Life au Yahoo de Gildas. Donc c'était. C'est pas mon concept avant. Voilà, j'ai découvert donc comme quoi ça sert. cher. Bon, c'était pas mal, parce que là, mine de rien, c'était fini aussi déjà l'exemple. Malheureusement, j'avais écrit 2 lignes. J'ai dit, bon, on va, histoire de quand même pousser jusqu'à 8 heures, parce qu'il nous reste encore 2 minutes pour finir la démo, dire, ouais, le JSON là qui est sorti, il est un peu trop verbeux, j'ai pas envie de livrer tout ça, parce que dans une bonne approche SOA, on doit exposer le moins de choses possible de nos services. Donc je me dis, je vais faire un DTO Search Result qui sera sérialisé à la place de l'objet Twitter Result par défaut, dans lequel je vais un petit peu brutalement, parce que je suis pas, là c'est du Java 7 mais Java 8, donc je ne peux pas faire un mapping automatique, mais pas loin, pour reconstruire en itérant sur les résultats d'opération la construction d'objets Search Result, de sorte à avoir à la fin dans le résultat de JSON uniquement une liste d'objets qui ont chaque fois texte et user uniquement et pas tout le bruit qu'il y a autour et qui ne m'intéresse pas du tout. Donc on voit aussi un petit peu plus en interne l'API Twitter, avec on itère, les objets c'est des tweets, les tweets on a un get from, get text, get is retweet, on a vraiment un point d'entrée complet sur tout ce que fait Twitter. De toute façon c'est des API qui servent à construire des clients Twitter. On recommence, et voilà, là on a la version simplifiée où cette fois-ci on va retrouver une liste d'objets qui sont des search results que j'ai créés moi-même, et non plus les objets complets qui ont été faits, qui étaient fournis par Spring Social. Ceci met fin à la démonstration. Donc, vous voyez que c'était quand même très concis. Je dirais pour résumer que si pour vos applications vous cherchez quelque chose qui soit à la fois efficace, performant, élégant, facile à faire tourner, facile à configurer et prêt pour l'avenir, je n'ai qu'une chose à dire, franchement, il ne faut pas rater ça.